Quand le programme a été lancé, donc autour de 2015-2016, réflexion et puis la mise en œuvre définitive à partir de 2016, la connaissance sur l'architecture du XXe siècle et surtout sa deuxième moitié, c'était le cœur du sujet, commençait déjà à être un peu connu. Ça n'était pas du tout le cas 25 ou 30 ans avant, où tout était à déchiffrer. Il s'agissait d'aller au-delà de la seule connaissance historique. La connaissance historique au sens de l'étude des archives, des plans, de tous les témoignages que l'on pouvait est une chose, mais évidemment le confronter à l'examen technique, à l'observation de la matérialité de cette architecture qui souvent avait significativement évolué par rapport au projet d'origine, voire même à sa réalisation de base, ça c'est quelque chose qui était un apport considérable à la connaissance et que par nature les historiens de l'architecture ou les historiens de l'art appréhendent assez peu. Ça a été un regard assez nouveau là-dessus. C'est pas que personne ne s'y intéressait. Il y a eu des gens et des architectes qui ont toujours travaillé là-dessus, qui ont fait de magnifiques travaux, de magnifiques publications, on les connaît, mais pas à cette échelle-là. Et c'est vrai qu'un programme de recherche comme celui-là, qui se veut national, et bien justement, il a cette échelle. Il a cette échelle, c'est-à-dire qu'il permet d'appréhender une question à l'échelle d'un pays. Et ça, c'est assez percutant, c'est assez formidable, quoi. L'architecture du XXe siècle et jusque maintenant, en fait, des 20 dernières années, en France, ça représente quasiment les 3/4 du parc bâti. Et si on parle juste de logement collectif, on se rend compte qu'entre 1950 et les années 80 à peu près, on a produit 6 millions de logements, c'est-à-dire l'équivalent de l'intégralité du parc de logements antérieur à 1945. Au XXe siècle, on a des modes de vie qui ont considérablement évolué. Ce qui veut dire qu'on a répondu avec de l'architecture à des programmes complètement nouveaux, avec des techniques complètement nouvelles. Et ça a généré des formes architecturales extrêmement diversifiées et aussi qui faisaient peu référence à ce qu'on avait l'habitude de produire avec des techniques plus traditionnelles. Se pose la question de la masse. Et il y a eu, en tout cas, une des recherches que je n'ai pas moi-même expertisée, mais bon, qu'on a vu présenter, qui, elle, travaille avec le big data. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la monographie, comme on pourrait l'avoir fait dans quelques objets, nous, on en parlait tout à l'heure, on a travaillé sur la Cité du Lignon et d'autres, et on connaissait des monographies sur des ensembles, la plupart du temps dignes de qualité, c'est la raison pour laquelle on s'y intéressait. Mais là, il y a la question de la masse, il y a un peu la question de l'ordinaire, il y a la question d'un certain anonymat qu'il a fallu appréhender. Donc ça s'est fait alors plutôt en traitant les données à partir de la manière dont on traite les données des big data, et pas l'analyse, je dirais, fine et détaillée telle qu'on peut le faire lorsqu'on fait une monographie, qui reste un outil assez exceptionnel parce ça porte vers du projet. Alors que le big data, c'est plutôt une question de saisie, On ne voit pas tellement comment transformer ces valeurs en projet factuel, Voilà, mais enfin,
il est indispensable d'affronter le grand nombre. C'est une des, je veux dire, des qualités même, des spécificités même de la production de la ville du XXe siècle, quoi. Enfin, du deuxième partie du XXe siècle surtout. Ça a permis de faire une espèce de double inventaire, donc une connaissance nouvelle sur, quels sont ces ensembles, quelle est cette architecture, quelles sont ses qualités, et deux, dans quel état elle est. C'est-à-dire, est-ce que l'on reconnaît encore les qualités originales, quelles sont les transformations qui ont été faites, est-ce qu'elles sont positives plus ou moins, enfin c'est ça, c'était aussi une partie extrêmement intéressante, donc une partie, je dirais, de connaissances un peu classiques, hein, comme on sait les faire, les inventaires, les archives, connaissances historiques, mais pas que. Il y a eu aussi d'autres moyens de saisir de la connaissance, soit via la vidéo, soit via l'interview de certains acteurs, les mémoires vivantes, ou d'autres types de saisies d'informations qui ont mené à des résultats assez intéressants. Certains des sujets se basaient d'emblée sur des fonds d'archives que nous conservons, notamment sur la reconstruction, sur les équipements culturels. Et quelques-uns ont fait émerger des sources qui n'étaient pas connues. Par exemple, en travaillant sur le volcan au Havre, donc de Niemeyer, l'équipe qui a travaillé sur les équipements culturels a beaucoup côtoyé Michel Mock, le photographe attitré de Niemeyer. Ça leur a permis de faire un relevé précis des archives photographiques qui sont chez Michel Mock. Et ces archives sont l'un des prochains fonds que nous allons recevoir. Donc ça, c'est un exemple très concret de la manière dont la recherche peut nourrir le développement des sources d'archives. On s'est aperçu, je pense notamment à la recherche faite à Toulouse, mais pas seulement, que les gens portaient un regard qu'il était intéressant de faire émerger sur leur propre vie et sur leur propre cité. On s'est aperçu, pour commencer, qu'il y avait une histoire, c'est-à-dire que même si elles ont été faites, on a l'impression qu'elles ont été faites hier, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Il y a déjà au moins une génération qui est passée, donc il y a une histoire, il y a des habitants. Ces habitants, c'est pas les mêmes que ceux d'il y a 40 ans, ils ont aussi beaucoup changé. Et c'est assez intéressant de voir le regard qu'eux-mêmes portent sur leurs bâtiments et leur manière de vivre dans ces bâtiments-là, les intérieurs, les extérieurs, etc., etc. Et cette écoute des habitants, elle est extrêmement importante. Elle a d'ailleurs débouché, je pense là, au programme toulousain, donc avec la cité d'Ancelis. Les habitants ont mandaté les architectes, les chercheurs, pour continuer à travailler sur les ensembles à partir du vécu. Hein. Et ça, c'est assez remarquable. Il ne faut pas oublier que c'est par les étudiants et par la constitution de leur savoir que cette recherche pourra, à un moment donné, rentrer dans une espèce de pratique, dans une diffusion large. On souhaitait que les jeunes professionnels, les futurs professionnels, les étudiants d'aujourd'hui soient plus directement sensibilisés à ces questions d'intervention sur le patrimoine du XXe siècle. Le service de l'architecture avait déjà établi une sorte de diagnostic ou d'état des lieux, des enseignements sur les questions du patrimoine dans les écoles d'architecture. Le bilan est que c'était très hétérogène. Cette manière d'intégrer, de lier, de faire participer, voire de faire produire par des studios, par des ateliers, par des travaux de recherche, par des travaux de modules, les étudiants à la recherche, c'est vraiment quelque chose de très formateur, quoi, de très formateur. Ça ouvre aux étudiants le champ de la recherche, ce qui est quand même quelque chose d'indispensable, hein. Il n'y a pas que la pratique, loin de là. Et deux, ils peuvent amener, par exemple, au niveau quantitatif de connaissances, mais aussi au niveau qualitatif, des choses qui sont très très utiles aux chercheurs. Et donc l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que peut-être dans les écoles, il y ait de façon plus visible, plus explicite, avec des contenus aussi renouvelés, et ça c'était l'enjeu des travaux de recherche, des travaux des contenus renouvelés sur
les outils, les méthodologies d'intervention sur l'existant, mais aussi que les travaux développés dans le cadre des projets, mais aussi les résultats des projets, puissent innerver les enseignements. Avec ce programme-là, donc il y a eu des studios, il y a eu des enseignements théoriques ou d'ateliers qui se sont lancés dans cette aventure. Il y en a qui ont été consolidés parce qu'il y en a qui existaient. Et il faut espérer que ça continue, parce que le travail dans l'existant, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même 70% du travail d'un bureau d'architecte. C'est absolument incroyable que ce ne soit pas totalement obligatoire dans les formations d'architecture. Sinon la totalité du travail reste à faire, bien sûr auprès de tous nos interlocuteurs institutionnels qui sont amenés d'une manière ou d'une autre à avoir une position soit de conseil, soit de contrôle, soit d'autorisation même parfois, puisque les services administratifs du ministère de la Culture ont ces compétences. Et puis aussi, et c'était écrit dès le départ dans le programme, auprès d'acteurs directement opérationnels, c'est-à-dire pas de prescripteurs, pas de gens qui en charge du contrôle, d'opérateurs. Et c'est pour ça que plusieurs, pas tous, mais plusieurs des projets avaient pour objectif d'associer des acteurs concrets. Et là, je pense à des opérateurs, des organismes HLM, des maîtres d'ouvrage, des gens qui fabriquent tous les jours ces constructions ou leur transformation. Je pense aussi que la diffusion se fera par un réseau à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler sur la ville européenne. Bon, c'est un programme français, on travaille en France, ok, très bien. Mais à un moment donné, on déborde, forcément on déborde. On déborde parce que c'est la ville européenne, quoi. C'est là où se pose ce genre de problème. Donc que ce soit en Pologne, en Allemagne, en Italie, etc., ces problèmes-là vont se poser. Et il va falloir, à mon avis, qu'il y ait une mise en commun un petit peu de ces expériences-là. Ça n'a pas de sens de refaire les mêmes expériences partout. Une mise en réseau pour pouvoir, à un moment donné, faire passer cette recherche et ses acquis à l'échelle européenne. Ça, j'y crois énormément.